Bonjour, bienvenue au cours de linguistique française pour cette unité 2, le langage dans la pensée antique et la religion chrétienne. Le langage dans la pensée antique et la religion chrétienne. Tout d'abord, nous étudierons le langage dans l'Antiquité grecque, avec les philosophes Platon et Aristote. Puis nous étudierons le langage dans l'Antiquité chinoise, avec les philosophes Lao Tse, Confucius et Xunzi. Dans une troisième partie, nous verrons le langage dans la religion chrétienne. Nous découvrirons l'histoire de la tour de Babel à travers un texte tiré de la Bible chrétienne. Puis, nous nous intéresserons au mythe de Babel aujourd'hui. Enfin, nous découvrirons les premières grammaires du monde, en nous demandant tout d'abord qu'est-ce qu'une grammaire, à l'aide de Sylvain Auroux, qui nous en donnera une définition. Et puis, nous verrons quelles ont été les premières grammaires du monde. La grammaire de l'hindou Panini, du grec Denis Le Thrace et du persan Sibawayh. Le langage dans l'Antiquité grecque. En Europe, la réflexion sur le langage prend son essor au IVe siècle avant Jésus-Christ, avec les philosophes grecs Platon et Aristote. Platon est né au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il est mort au 4e siècle, en 348. Aristote, lui, est né au 4e siècle avant Jésus-Christ, et il est mort en 322. Platon est le premier penseur à avoir mis en relief les catégories du nom et du verbe. Dans le Sophiste, Platon exprime l'idée que ces deux catégories sont indispensables au discours. On ne peut rien dire sur rien sans combiner au moins un nom et un verbe. Par ailleurs, chez Platon, comme nous allons le voir, l'étude du langage est liée à celle de la vérité. Dans le Cratyle, trois personnages débattent sur le rapport entre les noms et la réalité. Cratyle défend la thèse qu'il existe pour chaque objet un nom naturellement juste, ou autrement dit, une dénomination attachée naturellement à chaque chose. Hermogène soutient quant à lui que les noms sont sans attache naturelle, qu'ils ne sont que le résultat d'une convention, d'un accord mutuel entre les locuteurs. Socrate, qui exprime l'opinion de Platon en réalité, pense que les noms sont des images imparfaites, mais qu'ils gardent un lien avec la réalité grâce à la réflexion philosophique. Aristote fut un disciple de Platon à l'Académie. Dans De l'interprétation, il poursuit la réflexion de son ancien maître et montre que le verbe, contrairement au nom, a pour fonction d'indiquer le temps. Voici un extrait de son ouvrage, De l'interprétation. Le verbe est ce qui ajoute à sa propre signification celle du temps. Aucune de ces parties ne signifie rien prise séparément, et il indique toujours quelque chose d'affirmé de quelque autre chose. Je dis qu'il signifie, en plus de sa signification propre, le temps. Par exemple, santé est un nom, tandis que être en bonne santé est un verbe, car il ajoute à sa propre signification l'existence actuelle de cet état. De plus, le verbe est toujours le signe de ce qu'on dit d'une autre chose,
savoir de choses appartenant à un sujet ou contenues dans un sujet. Dans son ouvrage intitulé Rhétorique, Aristote expose les techniques de la rhétorique, c'est-à-dire de l'art de manier le discours afin de persuader son auditoire, ou, autrement dit, de l'art d'utiliser le discours afin de convaincre les gens qui nous écoutent ou qui nous lisent. Le logos, l'éthos et le pathos en sont les trois piliers. La logique, ou le logos, était la technique argumentative préférée d'Aristote, parce qu'elle s'adresse à l'intelligence. Voici le fameux triangle de la rhétorique, exposant les trois piliers de la rhétorique, la logique, ou le logos, qui s'adresse à l'intelligence, l'éthique, ethos, qui s'adresse aux valeurs, et l'émotion, ou pathos, qui s'adresse au cœur. Le langage dans l'Antiquité chinoise. En Chine, la réflexion sur le langage se développe à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ, avec des penseurs comme Lao Tzu, Confucius et Xunzi. Dans l'Antiquité chinoise, le débat porte essentiellement sur la relation entre les noms et la réalité. Voici les trois philosophes chinois mentionnés. Lao Tzu, qui serait né entre le 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ. En réalité, on connaît très peu de choses de sa vie. Le philosophe chinois Confucius, né au 6e siècle et mort en 479 avant Jésus-Christ. Et Xunzi, un philosophe chinois confucianiste, né au 4e siècle et mort au 2e siècle en 238 avant Jésus-Christ. Lao Tzu. Selon la tradition chinoise, Lao Tzu est le fondateur du taoïsme et l'auteur du livre de la voie et de la vertu, Tao Te Ching. Comme beaucoup de philosophes chinois de son époque, Lao Tzu s'interrogeait sur le rapport entre le nom et la réalité. Voici un passage de son livre Tao Te Ching. La voix vraiment voix est autre qu'une voix constante. Les termes vraiment termes sont autres que des termes constants. Pour Lao Tzu, rien dans le monde n'est permanent. Tout change continuellement. Par conséquent, les noms ou termes ne peuvent être constants, mais doivent, au contraire, suivre la changeante réalité du monde. Pour Confucius, au contraire de Lao Tzu, il est possible et même indispensable de définir une fois pour toutes des noms adéquats qui correspondent exactement aux choses. Il s'agit là d'un projet moral et politique appelé rectification des noms. Cette expression apparaît dans les Entretiens de Confucius, qui est une compilation de discours du philosophe. Voici un extrait de cet ouvrage. Zelu dit « Si le prince de Wei vous attendait pour régler avec vous les affaires publiques, à quoi donneriez-vous votre premier soin ? À rendre à chaque chose son vrai nom, répondit le maître. Vraiment, répliqua Zelu. Maître, vous vous égarez loin du but. À quoi bon cette rectification des noms? Le maître répondit. Que tu es rustre. Un homme honorable se garde de se prononcer sur ce qu'il ignore. Si les noms ne sont pas ajustés, le langage n'est pas adéquat. Si le langage n'est pas adéquat, les choses ne peuvent être menées à bien. Pour le philosophe chinois, lorsque les noms ne sont pas exacts, les hommes ne peuvent agir correctement
et le monde est plongé dans la confusion. Au contraire, si les mots sont ajustés pour correspondre aux choses, les hommes peuvent agir comme il convient d'agir, et l'ordre règne dans la société. Voici une réflexion de deux chercheuses, Zhang Yiki et Yang Yangru, à propos de la discussion du nom et de la réalité dans l'Antiquité grecque et chinoise. Un article publié en 2012. Dans l'optique confucéenne, la langue est considérée comme étant avant tout un instrument de gouvernement. Les pensées de Confucius sur la langue ne touchent pas encore les caractéristiques de la langue elle-même. Xunzi. Dans l'ouvrage qui porte son nom, le Xunzi, le philosophe confucianiste chinois Xunzi poursuit la réflexion de Confucius sur la rectification des noms. Il est le premier à consacrer tout un chapitre à ce sujet. Xunzi considère que le rapport du nom à la réalité est fixé par convention. Cela vous rappellera sans doute d'ailleurs l'opinion d'Hermogène dans le Cratyle de Platon, qui lui aussi pensait que le rapport du nom à la réalité est fixé par convention, c'est-à-dire par un accord mutuel entre les hommes. Voici un passage du livre de Xunzi. Les mots ne sont pas appropriés de manière définitive. Ils sont fixés par convention. Ce n'est qu'une fois établie la convention et installée la coutume qu'on les considère comme appropriés, et que tous ceux qui s'écartent de la convention sont considérés comme inappropriés. Les mots ne dénomment pas telles ou telles réalités de manière définitive. Leur correspondance est fixée par convention. Ce n'est qu'une fois établie la convention et installée la coutume, qu'on les considère comme dénommant telle ou telle réalité. Voici un passage d'un article de Zhang Yiki et Yang Yangru à propos de la discussion du nom et de la réalité dans l'Antiquité grecque et chinoise, et plus spécialement à propos de Xunzi. Rectification des noms est considérée comme les premiers écrits de la linguistique chinoise. Xunzi estime qu'il n'y a pas de lien absolu entre le nom et la réalité, et il est le premier à découvrir que le lien entre les deux est essentiellement dépendant d'une convention entre les hommes. Par rapport au point de vue des premiers confucianistes, la pensée de Xunzi insiste sur la langue elle-même. Il analyse la langue d'une façon plus approfondie. Nous y voyons un élément révélateur de la linguistique chinoise d'aujourd'hui. Voyons maintenant le langage dans la religion chrétienne et découvrons l'histoire de la tour de Babel. L'histoire de la tour de Babel se trouve au début de la Bible chrétienne, dans le livre de la Genèse. Elle fait suite au récit du déluge, une très ancienne inondation catastrophique causée par des pluies diluviennes. Le déluge est surtout connu par le récit de l'arche de Noé. D'après ce récit, Dieu, déçu par la violence qui règne sur terre, décide de faire tomber une pluie tellement longue qu'elle noiera tous les hommes et tous les animaux, sauf la femme de Noé, ses 3 fils et les femmes de ses fils. C'est le déluge. L'histoire de la tour de Babel fonctionne comme un mythe apportant une explication à la multiplicité des langues et à la dispersion des hommes sur la terre. Découvrons-la en images.
voici des images pour illustrer l'histoire de la tour de Babel et un texte tiré de la Bible chrétienne. Tout le monde se servait d'une même langue et des mêmes mots. Comme les hommes se déplaçaient à l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar et ils s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre: « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Ils dirent: « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet pénètre les cieux. Faisons-nous un nom et ne soyons pas dispersés sur toute la terre. » Or Yahvé, c'est-à-dire Dieu, descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et Yahvé dit: « Voici que tous font un seul peuple et parlent une seule langue, et tel est le début de leurs entreprises. Maintenant, aucun dessein ne sera irréalisable pour eux. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, pour qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. » Yahvé les dispersa de là sur toute la face de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Aussi la nomma-t-on Babel, car c'est là que Yahvé confondit le langage de tous les habitants de la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la face de la terre. Le texte est tiré de la Bible de Jérusalem. Et aujourd'hui, le mythe de Babel aujourd'hui. Jusqu'au XVIIIe siècle, les Occidentaux croient au mythe de Babel. Et pour eux, toutes les langues seraient issues d'une langue originelle, souvent identifiée, jusqu'à la Renaissance, comme la langue de la Bible, l'hébreu. Mais, même si à partir des Lumières, on cesse de croire à une langue originelle perdue, le mythe de Babel continue d'inspirer. Ainsi, par exemple, le Parlement européen, construit à Strasbourg, est édifié suivant une représentation de la tour de Babel d'un tableau de Peter Bruegel l'Ancien. Vous voyez à gauche, la tour de Babel, dans le tableau de Peter Bruegel, dit Bruegel l'Ancien, datant de 1563. Et aujourd'hui, le Parlement européen de Strasbourg, conçu par l'architecte Rodo Tisnado en 1999. La ressemblance est frappante, non? Nous allons maintenant découvrir les premières grammaires du monde. Mais demandons-nous d'abord ce qu'est une grammaire. Pour cela, nous allons examiner la définition qu'en donne le linguiste français Sylvain Auroux. Pour le linguiste français Sylvain Auroux, une grammaire est un ouvrage qui doit contenir au minimum une catégorisation des unités de la langue, des exemples et des règles plus ou moins explicites pour construire des énoncés. Selon cette définition, on peut dire que la première véritable grammaire de l'humanité, eh bien, c'est celle du grammairien hindou Panini, qui s'appelle l'Astadhyayi, et qui a été écrite au 5e siècle avant Jésus-Christ. L'Astadhyayi offre une description très avancée de la morphologie et de la phonologie de la langue sanskrite. On peut aussi mentionner la première grammaire de la culture occidentale, la Techné Grammatike, du grec Denis le Thrace, qui a été écrite à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. La Techné Grammatike est à l'origine de la tradition grammaticale occidentale des 8 parties du discours, appelées alors parties de phrases. Voici un extrait de cet ouvrage de Denis le Thrace. La phrase a
8 parties. Le nom, le verbe, le participe, l'article, le pronom, la préposition, l'adverbe, la conjonction. Enfin, une autre grammaire très ancienne est celle du persan Sibawayhi, qui s'appelle Al-Kitab. Al-Kitab, autrement dit, le livre. C'est un des plus anciens livres de grammaire de la langue arabe. Sans doute le plus ancien connu. Voilà, c'est fini. Merci de votre intérêt pour ce cours. On se retrouve très bientôt pour la vidéo de présentation de l'unité 3, les philosophes des Lumières et la linguistique historique. Au revoir.